comment allez-vous? Je voulais juste vous montrer un truc avant de commencer. La meuf hors sujet, ça j'ai acheté ça sur Shein, 1€, on adore, très sympathique. Vous voyez, je suis métis, j'ai pris des couleurs aussi. Hein. J'espère que vous remarquez mes couleurs. Mais attendez, il se passe un truc là. Il se passe un truc là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Dr Love. Le principe est très simple. J'ai fait une story sur Instagram pour que vous puissiez me raconter un peu vos déboires sentimentaux. En tout cas, me poser des questions pour que je puisse vous conseiller un maximum. J'ai reçu plusieurs questions. Est-ce que je vais pouvoir tout traiter? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du taf. Ah, c'est le bordel dans vos lives. Ah, moi, je vous le dis, c'est le gros bordel. Pour éviter les papiers comme d'habitude, là, parce que la planète en sueur, j'ai décidé de tout réunir sur un bout de carton. Je ne vais pas trop vous montrer. Sans plus attendre, on va commencer. Première question, il faut que je regarde là, pas là. Là, pas là. Première question, est-ce qu'un homme qui trompe une fois trompe forcément plusieurs fois et est-ce qu'il peut changer? Déjà, ma belle, on ne change pas les gens, personne ne change, tout le monde évolue. Partons de ce principe-là et quand bien même il décide de changer, je te conseille de ne pas l'attendre. Voilà. S'il voulait changer, s'améliorer, il l'aurait fait depuis bien longtemps, il n'aurait pas attendu un événement en particulier qui puisait forcément une trahison pour changer d'attitude. Il aurait fallu que de lui-même il évolue. Donc pour moi déjà un homme ne peut absolument pas changer au même titre qu'une femme ne change pas, les gens évoluent. Et ensuite, est-ce qu'un homme qui trompe une fois, trompe plusieurs fois? Par expérience, je vous parle de mon expérience. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait ça dépend, je pense, comment on appréhende la tromperie. C'est-à-dire comment la femme ou l'homme va réagir face à la tromperie. Ça dépend de tellement de choses, je vous jure. Mais pour moi, un homme qui a déjà franchi le pas une fois, il peut le franchir une deuxième fois, il est capable de le faire en fait. Et forcément, quand on trompe une première fois, ça fragilise la relation. On dit souvent je pardonne mais j'oublie pas, c'est complètement faux. Après le moment où tu n'oublies pas, tu ne pardonnes pas. Je ne connais personne sur cette terre qui a réellement pardonné la tromperie. Justement, t'en gardes une rancune et tu la gardes là, ici à ce niveau-là. Pour moi, oui, un homme qui trompe une fois est capable de tromper une deuxième fois. C'est pas dit qu'il le fasse, en tout cas, je l'espère pas. Chaque histoire est différente, mais en général, ils aiment bien renouveler l'expérience. Apparemment, l'herbe est plus verte ailleurs, mais après, ça gambade et ça pleure pour venir te récupérer. Voilà, fini. Deuxième question. Comment se débarrasser de la dépendance affective? Alors c'est un sujet très compliqué. Je pense qu'on l'a tous été à un moment, consciemment ou inconsciemment. Moi, ce qui m'a permis de me débarrasser de ça, c'est de faire face à mes plus grandes peurs. L'abandon, le rejet, le manque d'amour. La plupart des gens choisissent le chemin facile, je m'explique. Enfin, c'est pas forcément le plus facile, mais le raccourci, on va dire, c'est de rester avec une personne qui ne correspond pas à ses attentes. On est conscient de ça, mais on reste parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur de manquer d'amour, pour plein d'autres facteurs, mais en tout cas, je pense que c'est les facteurs essentiels pour prendre conscience de nos peurs et il faut les affronter, il faut mettre des plans d'action en place. Asseyez-vous quelque part, marquez toutes vos peurs, toutes vos angoisses à l'idée d'être seul et travaillez sur ça. Travaillez un maximum sur ces points-là. C'est ce qui vous permettra à vous, non pas de changer, comme je disais tout à l'heure, mais d'évoluer et de faire en sorte que vos relations soient plus à même de vous convenir et d'être saines. Ce sujet, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'ai été face à cette situation, parce que j'ai vécu la dépendance affective. Moi, j'ai tout rejeté, tout l'amour dont je manquais au niveau de ma famille. J'ai tout mis sur les épaules d'un partenaire, qui plus est un partenaire pas forcément fiable. J'ai été au plus mal. J'ai accepté l'inacceptable. Mais faites face à vos peurs, je vous jure, c'est pas facile. Vous allez en chier, en pleurer, en baver, crier, hurler. Mais à la fin, vous serez libérés. Waouh, magnifique. Ce que je dis là, c'est magnifique, c'est incroyable. Notez-le. Question 3. Comment faire pour quitter quelqu'un de mauvais, mais qu'on aime quand même? Eh bien, vous savez, les gens veulent absolument quitter l'autre parce qu'ils sont pas bien, ils sont malheureux. Mais ça ne se fait pas. Combien de fois j'ai été témoin de ça? Combien de fois je l'ai vécu aussi? Mais pourquoi vous êtes encore avec cette personne si cette personne est mauvaise? C'est que vous n'êtes pas prête à la quitter tout simplement. Vous préférez, j'ai préféré aussi, être malheureuse avec cette personne que être malheureuse sans cette personne. Donc c'est tout simplement, si ce n'est pas fait, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à quitter cette personne. Comme je disais à des amis à plusieurs reprises, tant que vous n'êtes pas au sol, vous n'arriverez pas à vous relever. Je suis une amie très dure, hein. Mais c'est vrai, moi j'ai jamais conseillé à qui que ce soit de quitter son partenaire, jamais. Parce que si la personne reste, elle a la volonté de partir, elle a la volonté d'avoir un nouveau départ. Mais si elle reste, c'est parce qu'elle n'est pas capable encore d'arrêter cette relation. On en vient dépendante affective entre guillemets. Et puis bon,
Il y a de l'amour aussi, il doit y avoir de l'attachement, il y a le quotidien, il y a les bons moments, il y a forcément, bon, peut-être aussi des enfants, il y a le temps qui fait que d'autres personnes ont été témoins de votre amour, que ce soit amis, famille. Donc de tout quitter, c'est très très compliqué. Et ça, on peut pas juger quelqu'un qui n'arrive pas à quitter l'autre. Par contre, on peut se dédouaner de la situation en tant qu'ami ou famille parce que c'est énergivore pour ceux qui nous entourent. Ça oui. Mais la personne quittera quand elle sera à même de se sentir légitime de passer en priorité face au couple. J'ai eu une relation où je n'arrivais absolument pas à quitter l'autre parce que j'étais hyper dépendante affective. C'est-à-dire que je pense, avec le recul que j'ai maintenant, qu'en fait c'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. On confond les deux. Je pars du principe que quand on aime quelqu'un, on l'aime toute sa vie. Quand bien même il ne soit plus dans notre vie, on l'aimera toute sa vie. Moi, cette personne à l'heure actuelle, j'en ai plus rien à foutre. Il pourrait se faire pomper par 10 meufs devant moi, je vous jure que ça me ferait ni chaud ni froid, j'en aurais rien à péter. Mais en fait, je n'ai pas aimé cette personne, j'étais dépendante affective. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire face à leur peur, on en revient à tout à l'heure. Là, les flics, putain de merde. C'est bon, ils sont partis. En bref, la question d'avant rejoint celle-ci. D'abord faire face à ses peurs pour pouvoir se sentir légitime, de se placer en priorité et faire les bons choix pour sa vie, pour sa personne, pour son bien-être, pour être heureux. Question hyper intéressante. Je n'ai jamais vraiment aimé le sexe. Comment je peux faire? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas grave. En fait, déjà, il faut pas culpabiliser. Le tout, c'est d'analyser pourquoi tu n'aimes pas ça. Est-ce que tu n'aimes pas ça suite à un événement? Donc si c'est suite à un événement, il faut malheureusement se replonger dans tes souvenirs pour essayer de comprendre quelle a été tes blessures s'il y en a eu. Alors le sexe, ça englobe beaucoup de choses. Le préliminaire, le sexe en lui-même, une façon de faire, une façon d'être, une façon de se comporter. Donc, qu'est-ce que tu n'aimes pas exactement? Il faut se poser les bonnes questions pour apporter de bonnes réponses. Ce que je te conseille déjà, c'est si tu as un partenaire, d'en discuter avec lui. Si tu décèles une once de jugement par rapport à ça, déjà il faut refaire l'éducation sexuelle de cette personne. Mais renseigne-toi, lis. Il y a des gens qui sont asexués, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est pas un drame, c'est pas une fin en soi. Il y a d'autres façons de se stimuler, il y a d'autres façons d'être excité. Il y a des gens qui sont excités par la bouffe, ben voilà. Fais-toi des bons petits plats. mais sincèrement, c'est pas grave. Si tu as envie d'aimer le sexe, si tu as envie, là tu peux travailler dessus et avoir des réponses à tes questions. Renseigne-toi et analyse-toi pour te connaître toi davantage sur le sujet. Question 5. Je n'arrive plus à faire confiance, comment je peux faire? On va être très sincère, d'accord? Je n'ai pas réponse à toutes les questions parce que moi-même, je n'ai jamais eu confiance en un partenaire de toute ma vie. Je ne l'ai pas fait ressentir, mais je le ressentais moi. Je ne pouvais pas avoir confiance. Et il s'avère qu'à chaque fois, c'était fondé. Je découvrais des choses de ouf, des moments importants de ma vie, mais personne. Voilà, donc je n'ai pas vraiment de réponse à t'apporter par rapport à ça, si ce n'est que écoute ton instinct. Parce que si tu n'as plus confiance, c'est qu'il y a des raisons. Et moi, je ne suis pas du principe aussi, parce que je voulais dire ça c'est très important. Les personnes qui malheureusement ont le discours de dire ouais, je ne pourrai jamais plus faire confiance à un partenaire, c'est terminé, le prochain qui rentre dans ma vie, il va en chier. Et il faut arrêter ces discours. Les gens n'ont pas à payer les pots cassés des autres. Il y a des gens aussi qui sont bien. Je n'ai jamais eu confiance en quelqu'un de ma vie, enfin un partenaire de ma vie, mais j'ose espérer qu'un jour ça m'arrive. J'ose espérer qu'un jour je tombe sur quelqu'un qui est digne de confiance, qui me montrera plutôt que de me dire que je peux avoir confiance en lui. Il faut arrêter ces discours de personnes blessées. On est tous blessés. Mais il faut aussi avoir cette intelligence émotionnelle de dire ok, cette personne m'a fait du mal, mais c'est cette personne qui m'a fait du mal. Les autres, pour le moment, ils ont tous le droit à leur chance. Alors c'est normal que des blessures du passé ressurgissent, ce qui fait qu'on a des réactions un petit peu moins modérées que d'autres. Donc ça, il faut ajuster, il faut l'analyser, il faut le comprendre, il faut en discuter aussi. Mais pour autant, le prochain ou la prochaine n'a pas à en chier en fait. Elle n'a rien demandé, elle arrive dans votre vie avec plein de bonne humeur, plein de joie, plein de bonnes intentions et bam, elle va en chier. Déjà, personne n'est légitime de vous faire subir ces blessures du passé. Ah déjà, il faut se casser. Moi, si demain je rencontre un mec et qu'il commence à bégayer face à moi, mais je me casse, je n'ai pas le temps d'attendre quoi que ce soit. J'ai suffisamment travaillé sur moi pour ne pas attendre que l'autre travaille sur lui pour avoir une relation saine. Ah non, j'ai la flemme d'attendre.
À 18 ans, 19 ans, tu peux encore attendre, tu te construis. Mais à un certain âge, arrivé à la trentaine, c'est bon, t'es construit normalement. T'as assez bossé sur toi, t'as assez misé. Enfin, en tout cas, j'espère. Bon, vous, bref, voilà. Comment faire pour avoir confiance en moi et mon couple? Mais on revient à la même question. Il y a beaucoup de problèmes de confiance. Je suppute que les personnes qui me parlent de confiance n'ont jamais été seules très longtemps. Que pour gagner en confiance en soi, il faut apprendre à se connaître. Il faut prendre le temps de se connaître et il faut vouloir se connaître. Commencez à avoir confiance en vous pour avoir confiance en un partenaire. Un jour, je me souviens, petite anecdote, j'étais dans une soirée, un after, ok, et il y avait plein de gens autour de moi. Et je lance la question, quels sont vos critères chez une femme ou chez un homme? On a fait le tour. Et il y a une personne qui a répondu, moi je veux une femme qui ait confiance en elle. Réponse incroyable. Donc c'est exactement ça. Et d'abord confiance en toi pour avoir confiance en couple. Et puis l'autre, si il n'est pas sur la même longueur d'onde que toi et si ton ressenti est mauvais, eh bien tu n'auras pas confiance en couple. Et puis c'est aussi à l'autre de rassurer, d'être ouvert à la discussion, d'être ouvert au dialogue quand on a des peurs, des blessures. Le tout, c'est de les verbaliser. Beaucoup de personnes qui, à la place de verbaliser ces blessures, va plutôt provoquer l'autre en l'énervant, en le titillant, alors que c'est pas la bonne solution. Quand on veut être rassuré, il faut tout simplement demander d'être rassuré. C'est pas la peine d'aller rendre jaloux avec Pierre, Paul ou Jacques pour avoir une réaction. Qui plus est une réaction impulsive, ça sert strictement à rien et ça fragilise davantage le couple. Donc, aie confiance en toi pour avoir confiance en ton couple et fais en sorte de bien analyser si tu peux avoir confiance en ton homme ou en ta femme directement. Et je ferai une bouteille d'eau, moi la prochaine fois, j'ai trop soif. L'eau, une bénédiction, putain. Comment se faire passer en priorité sans culpabiliser? Alors déjà, pour commencer, pour avoir la même définition sur le mot culpabiliser, je vais vous lire la définition. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas la même définition du même mot. Comme ça, on est tous d'accord sur la notion de culpabiliser. Alors, culpabiliser, c'est éprouver un sentiment de culpabilité. Super, impeccable. Se considérer responsable de quelque chose de mauvais. Alors, si, j'en reviens à la question, comment faire pour passer en priorité sans culpabiliser? Ça voudrait dire que se passer en priorité, c'est quelque chose de mauvais. Et bien moi, je dirais que c'est la base. Il faut d'abord te passer en priorité. En fait, si tu veux, il y a toi. Il y a toutes les personnes qui gravitent autour de toi. Ta famille, tes amis, tes amours, tes emmerdes. Tout ça gravite autour de toi. Mais il ne faut pas oublier que tu es l'essence même de ta vie. Donc si tu commences à mettre en priorité ta relation amoureuse, tes emmerdes, toi t'es où là-dedans? T'es où? Je te trouve plus, on te trouve plus. Tu n'es plus identifiable en tant que personne. En fait, il faut reprendre ta place déjà. Il faut t'ancrer dans ta place, rester dans ta place, faire comprendre aux gens qui t'entourent que tu es importante. Donc si tu commences à toi papillonner un peu partout pour aider, parce qu'il y a aussi le syndrome du sauveur, hein. Il y a ceux qui veulent sauver tout le monde, mais qui oublient de se sauver eux-mêmes. Donc si tu commences à aider tout le monde, à vouloir faire en sorte que tout le monde soit bien, mais que toi, au fond de toi, tu ne l'es pas, tu vas forcément être malheureuse. En fait, j'aimerais tellement vous donner mon énergie. Se placer en priorité, c'est tellement important. Je vais dire une chose qui va choquer, mais j'en ai rien à péter parce que je sais qui je suis et je suis intimement persuadée de ce que je raconte là. J'ai un enfant, j'ai un garçon qui a 8 ans. Malgré le fait que je l'ai pondu, je reste la priorité. Je m'explique. Si je vais bien, si je suis heureuse, si j'ai ma santé mentale qui a son paroxysme, si professionnellement je suis épanouie, si mes blessures sont refermées, je vais attirer que du positif pour mon fils. En revanche, si je le place en priorité mais que rien de tout ça n'est résolu, vous pouvez être sûr que malgré toute l'énergie que je vais lui apporter, il ne sera pas heureux. Il a besoin d'une mère, les enfants ont besoin d'un parent heureux, équilibré, qui se sentent bien dans leur basket. Ça fait partie du fait de se prioriser. Je me suis tellement priorisée que mon fils et moi, maintenant, on a une relation comme ça. Il y a les dires, mais il y a aussi les actes. Il me voit épanoui, il me voit kiffer. Dernière fois, pour ceux qui me suivent sur Instagram, il fait du foot. On m'a dit, Chan, viens faire du foot avec les mamans à 20h. Eh bien, cette fois-ci, c'est mon fils qui a assisté à ça, parce que moi aussi, j'ai envie de faire du foot. Je lui montre aussi que moi, je prends soin de moi, que moi, je fais des activités sportives, que moi, je vais faire des détentes avec les copines, que moi, je vais à la plage, que moi, je fais des petites sorties. Ça fait partie de mon équilibre. C'est ce qui fait que le matin, je suis souriante. C'est ce qui fait que je suis une femme épanouie. Et lui, il a besoin de cette énergie-là. Mais si je ne me place pas un minimum en priorité, ben,
Ça se ressentira, il aura une certaine frustration parce que je peux lui dire, mon fils, sois heureux, sois aimant, sois gentil, sois poli, pense à toi, ne te laisse pas faire. Mais s'il a face à lui une maman qui fait tout le contraire, c'est pas crédible, je ne suis pas crédible. Au même titre, exemple tout con, j'ai dit à mon fils hier, jure-moi que tu fumeras pas. En tout cas, t'éviteras de fumer. Parce que je lui ai énuméré plein de raisons. Mais si moi, je lui dis ça et que derrière, je me tape un paquet de clopes par jour, vous comprenez bien que je ne suis pas l'exemple de ce que j'essaye d'inculquer. Donc, moi, je veux que mon fils, il ait confiance en lui. Je veux que mon fils, il pense à lui dans sa vie. Je veux que mon fils, il soit heureux, épanoui, bien dans sa peau. Et bien moi, je suis heureuse, épanouie, bien dans ma peau. Et pour ça, je me place en priorité. Après, je suis spéciale, parce qu'il y a des mamans qui sont très poules, maman poule. Moi, je suis pas une poulasse, vous voyez, j'ai du mal à être une poulasse. Je suis pas une maman gâteau, je suis une maman qui veut faire plaisir à son gosse, mais à travers son plaisir aussi à elle. C'est une de mes priorités après moi. Je reste une personne à part entière. J'ai une vie, c'est ma vie et je ne veux pas passer à côté de ma vie. Et je veux qu'il soit spectateur d'une maman épanouie et heureuse. Tout simplement, fin du débat. Ceux qui ne sont pas d'accord, j'entends, mais j'écoute pas forcément. En fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est de synthétiser toutes les questions. Parce que je vous jure qu'il y a tellement à dire. Et ce qui serait intéressant, c'est de l'interaction. Je pense faire une vidéo, mais accompagnée. Parce que c'est bien d'avoir deux sons de cloche, d'avoir deux personnes en face qui ont des expériences différentes, qui amènent pourquoi pas à des discours différents et à un débat intéressant. Faites péter les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez me raconter des anecdotes. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse me les poser sur Instagram juste ici. Je vous souhaite, comme d'habitude, une super bonne journée. Bon, je vais arrêter de dire un super bon dimanche parce que vous ne regardez pas forcément la vidéo en dimanche, mais une super bonne journée. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes vibrations. Pensez à votre gueule. Et ce qui me permet de penser à moi aussi, c'est d'être célibataire parce que forcément, quand on est en couple, on pense pour deux. Et ça, c'est fatigant. Oh, que c'est fatigant. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merde, j'ai essayé de faire un truc, ça marche pas. À bientôt pour de nouvelles aventures.